So we want them to come and help us with the Strait. Le fait que M. Trump appelle à l'aide, alors l'Europe d'une part, et les principales puissances asiatiques, c'est tout à fait à contre-courant de ce qu'est son credo, à savoir c'est les États-Unis qui règlent le sort du monde. On devine, et c'est là quand même qu'il y a quelque chose d'assez étrange, de ce que peut être la réaction de la Chine. Comment a-t-il pris le risque d'appeler les Chinois à la rescousse, en gros pour dire on a lancé un truc que l'on ne peut plus gérer, aidez-nous, sinon on va tous couler ensemble. C'est un sacré aveu d'échec. Le président américain Donald Trump a beau être un accro au téléphone et à son propre réseau social, Truth Social, il doit lui arriver de jeter un coup d'œil aux grands titres de la presse traditionnelle et peut-être même de cauchemarder à l'idée qu'il pourrait bien être déjà pris dans un piège mortel. En Iran, Trump risque de tomber dans un piège semblable à celui de l'Irak, la mise en garde de CNN. La campagne de Trump en Iran ignore les leçons de la guerre en Irak, écrit le think tank influent Council on Foreign Relations. Et la BBC nous remémore le fameux discours de George W. Bush dénommé « Mission accomplie » pour rappeler la vantardise de 2003 qui hante le conflit actuel avec l'Iran. Alors peut-être pour se rassurer lui-même, le POTUS annonce quasiment chaque jour que l'adversaire est fini, à 2 doigts de la capitulation. Le 9 mars, il disait « We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. You called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. It's the beginning of building a new country. » Mais désormais, il tente de forcer la main à des éventuels alliés, notamment pour l'aider à libérer, si on peut dire, le détroit d'Ormuz. De nombreux pays vont envoyer des navires de guerre en collaboration avec les États-Unis pour maintenir le détroit ouvert et sûr. Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres enverront des navires dans la région. Bien entendu, personne ne se bouscule au portillon. Certains pays ont déjà rejeté l'offre américaine et de manière plutôt sèche. Emmanuel Macron se contentant pour l'instant d'une mission dite défensive en Méditerranée orientale. Quel est l'enjeu de ce détroit d'Ormuz par lequel transite un tiers du pétrole acheminé par voie maritime et 20% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié et que l'Iran bloque en attaquant des navires et en posant peut-être des mines marines? C'est celui de la guerre économique, des approvisionnements d'hydrocarbures en Asie, de l'explosion du prix du baril de pétrole et donc d'une crise qui toucherait en premier lieu les États-Unis. Alors, il y a 2 références principales en matière de brut. Il y a le Brent, qui est le pétrole de la mer du Nord et qui est la référence en Europe. Et puis, il y a le WTI, qui est le West Texas Intermediate, qui est la référence aux États-Unis. Ces 2 pétroles, leur prix varie en temps réel. Le Brent comme le WTI ont progressé de plus de 40% depuis le début des frappes aériennes contre l'Iran. La traduction à la pompe aux États-Unis, c'est un prix de l'essence en hausse en moyenne de 25% depuis le 28 février. Le prix du gallon atteint 3,70 $. C'est une moyenne puisque dans certains États, ça paye beaucoup plus. Et pour information, un gallon, c'est un peu moins de 4 litres. Dans la guerre du faible contre le fort qu'ils ont manifestement préparée, les dirigeants iraniens ont misé sur une stratégie de la terre brûlée, si on peut dire, du chaos économique mondialisé, espérant, on imagine, que les nombreux pays atteints demanderont des comptes à celui par qui le scandale est arrivé, Donald Trump. Espérant peut-être aussi une rupture entre le locataire de la Maison-Blanche et une partie de sa base isolationniste en diable, alors que les élections de mi-mandat sont pour bientôt et que l'affaire Epstein continue de faire des ravages. De fait, des influenceurs de la galaxie MAGA, Make America Great Again, prennent déjà leur distance avec leur grand homme. This is Israel's war.
This is not the United States' war. This war is not being waged on behalf of American national security objectives. No, this war is waged purely because Israel wanted it. I don't think those 4 service members died for the United States. I think they died for Iran or for Israel. Our government's job is not to look out for Iran or for Israel. It's to look out for us. And this feels very much, to me, like it is clearly Israel's war. Most Americans are completely against this war. Make America Great Again was supposed to be America first, not Israel first, not any foreign country first, not any foreign people first, but the American people first, and our problem. I am furious about this. We are nearly $40 trillion in debt. How much is this war going to cost us? Et si cette guerre se jouait aussi et surtout dans les isoloirs, dans les stations-service et les supermarchés, sur les places boursières? En 2026, toute guerre de plus de quelques jours est-elle une épreuve économique, y compris pour ceux qui l'ont lancée et ont les moyens de la mener? Ce sont les questions que je m'apprête à poser à Bertrand Badji, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres dont L'art de la paix, paru chez Flammarion, et le tout nouveau Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, paru chez Odile Jacob. Vous regardez Mondialité sur Off Investigation. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, lors de notre dernière rencontre, nous avions décidé de nous attarder sur les faiblesses et les angles morts des belligérants de cette guerre américano-israélo-iranienne. Et quelques jours sont déjà passés depuis qu'on s'est vu. Est-ce qu'on peut déjà dire que le mythe de la guerre rapide, vite fait, bien fait, vendu par Trump au tout début n'est plus crédible pour personne? J'aurais tendance à répondre, ça c'était avant. C'est-à-dire la guerre rapide, on en a eu des exemples, dont les résultats étaient d'ailleurs assez mitigés. Mais effectivement, il était un temps où la puissance était à son summum d'efficacité et où quelques jours d'action militaire très ciblée permettaient de gagner, c'est-à-dire au vainqueur d'imposer sa loi au vaincu. Ça, c'était l'époque où la guerre était essentiellement militaire et où, effectivement, le différentiel de puissance ou, de façon plus subtile, le différentiel dans la subtilité et la ruse qui accompagnait l'usage de la puissance faisait la différence. Maintenant, on est entré dans un jeu dont peut-être les événements terribles, funestes que nous vivons actuellement sont les premiers vrais révélateurs. C'est-à-dire que dans la confrontation se mêle bien entendu l'instrument militaire, et lui, il a fonctionné dès le premier jour. Le 28 février, le guide suprême a été ciblé et abattu, quantité de réserves d'armes ont été atteintes, les lanceurs de missiles en Iran, etc. Mais à côté de ça, il y a quantité de ressources qui viennent complètement brouiller le jeu. C'est-à-dire que les dirigeants de la République islamique ont très bien compris qu'en jouant de l'arme économique, de l'arme culturelle, de l'arme communicationnelle, de l'arme sociale, on pouvait complètement perturber l'équation militaire. C'est ce qui est en train de se passer. On en avait, mais de façon très différente, ne créons pas de malentendus, un avant-goût avec déjà la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire, on s'était aperçu que, au-delà de l'affrontement militaire qui était majeur, frontal, beaucoup plus que dans le cas iranien, entre Russes et Ukrainiens, il y avait les effets d'halo, les effets interactifs de la perturbation économique. Au tout début, c'était « mais est-ce que les pays du Sud ne vont pas être privés de matières agricoles essentielles ?» Et puis ensuite, ça a été la question des engrais. Est-ce que les engrais ne vont pas être victimes de ce qui est en train de se produire? Bref, on a assisté, avec en plus le jeu des sanctions très complexe, à une perturbation d'un affrontement direct et simple. Avec le conflit moyen-oriental, on voit apparaître 3 paramètres extramilitaires.
Premier paramètre, je l'ai déjà dit, on va y revenir, c'est très connu, la désorganisation économique. Deuxième paramètre, je dirais la désorganisation tout court. C'est-à-dire, c'est peut-être la première guerre où on voit qu'affaiblir l'ennemi consiste à démontrer au monde qu'il n'est pas sujet à confiance, qu'il n'est pas sujet à crédibilité. Ce qui se dit depuis 15 jours, c'est « mais est-ce que vraiment les pétromonarchies sont les lieux d'investissement idéaux pour placer notre argent? Est-ce que véritablement le hub que constitue l'aéroport de Dubaï ou celui de Doha, qui était une source énorme de revenus pour ces pays, est aussi sûr que ça? Si je veux aller quelques jours à Bali ou en Thaïlande, est-ce que j'ai intérêt à prendre Emirates, Qatar Airways? Pas maintenant, mais même dans les mois, dans les années qui viennent. Ça, c'est aussi un élément de déstabilisation qui échappe complètement à cette logique dite du rapport de force. Et puis, il y a un troisième élément qui est, je dirais, cette façon presque inédite, en tout cas jamais atteint un tel niveau, de créer un malaise mondial. C'est-à-dire une espèce de sentiment généralisé d'incertitude qui échappe au contrôle du stratège. Cette guerre marque la mort du stratège. Que peut faire le stratège américain, s'il a été sérieusement consulté par M. Trump, ce dont je ne suis pas sûr, quand d'une part, il doit gérer tous les effets d'incertitude créés par cette guerre sur le plan économique, social, réputationnel, etc., et d'autre part, cette gigantesque inconnue que constitue la réaction demain, après-demain, peut-être jamais, de la société iranienne. Donc, cette guerre du brouillard, c'est une guerre qui échappe au rapport de force et au jeu stratégique. Ça, c'est une très grande rupture, évidemment par rapport à Clausewitz, mais je dirais même par rapport à l'ordinaire de la conflictualité. Alors, si je dis que les dirigeants de la République islamique d'Iran voulaient maximiser le coût de cette guerre à tout point de vue pour Israël, à tout point de vue, et d'un point de vue surtout économique pour les États-Unis, est-ce que tu valides ma phrase? Oui, d'un certain point de vue, c'est-à-dire que cette guerre va créer inévitablement toute une série de réactions en chaîne qui vont échapper à tout contrôle. C'est ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que même par exemple, si on regarde le cours du pétrole, le cours du Brent, on s'aperçoit que quelles que soient les déclarations de M. Trump, qui pour la plupart sont faites pour véritablement rassurer ce qui est son interlocuteur principal, à savoir le monde de la finance, ça ne marche plus. Côté israélien, il ne faut quand même pas oublier une chose qui est complètement laissée dans l'ombre, qui est que depuis octobre 2023, l'économie israélienne s'épuise dans une guerre qu'elle a, alors contrairement aux États-Unis, intérêt à mener jusqu'au bout, et la mener jusqu'au bout représente un coût économique absolument dramatique. Et ça, personne ne le dit. Et un jour, il faudra en prendre la mesure. De même, d'ailleurs, que personne ne dit comment les sanctions issues du BDS, mais que l'on retrouve maintenant sous des formes très variées, ont coûté très cher à l'économie israélienne. Donc, on est un petit peu, là aussi, dans une situation extrêmement préoccupante pour l'État hébreu, qui, lui, n'a pas le choix. Trump peut arrêter cette guerre quand il veut, en disant « on a réussi la plus formidable et sensationnelle victoire que jamais un président démocrate n'aurait réussi à accomplir ». Et puis, il va s'arrêter, il va passer à autre chose, il va s'occuper de Cuba, il va s'occuper de la Chine, il va s'occuper des tarifs douaniers, il va s'occuper de l'affaire Epstein ou je ne sais quoi. Israël n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'Israël a déjà, on ne le dit pas assez,
été paradoxalement atteint par l'inaccomplissement, l'inachèvement de l'opération de juin dernier. Et là, l'idée, c'est si on recommence finalement le match nul de juin 2025, eh bien, on perd toute crédibilité. Alors, tous les regards sont tournés vers le détroit d'Ormuz, qui est de fait bloqué. Mais est-ce que ce n'est pas surtout un coup porté aux pays asiatiques, en particulier à la Chine, dont l'approvisionnement passe par ce fameux détroit d'Ormuz, l'approvisionnement en hydrocarbures? Une Chine que Trump somme désormais de l'aider à sécuriser le dit détroit, ce qu'elle ne semble pas vouloir faire. En revanche, elle semble disposée à négocier avec Téhéran des passages, des facilités. Comment interpréter tout ça? Alors moi, je ne crois pas à cette idée qui a été immédiatement mise en avant, notamment par les dirigeants états-uniens, de dire « mais c'est pas grave, le détroit d'Ormuz, ça va ennuyer les pays d'Asie orientale, la Chine, mais aussi la Corée, le Japon, nous, c'est pas notre problème, même l'Europe ne dépend pas du détroit d'Ormuz ». Ça, à nouveau, c'était avant, c'est-à-dire cette vision internationale plus que mondialisée. C'est vrai que le pétrole qui sort du détroit d'Ormuz a pour principale destination les pays d'Asie orientale. C'est tout à fait exact. Seulement, l'économie mondiale, elle est systémique. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que l'économie mondiale, européenne, africaine, américaine, dépend aussi de la transformation des produits pétroliers que la Chine et les pays d'Asie orientale extraient du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire la paralysie de l'économie, en tous les cas de transformation d'hydrocarbures de l'Asie orientale, va directement affecter le marché de l'engrais, le marché du plastique, quantité d'éléments qui sont devenus vitaux pour les économies du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de sectorisé dans le monde actuel. C'est probablement cela que les observateurs et les dirigeants n'arrivent pas à comprendre. Donc, effectivement, quand le détroit d'Ormuz est atteint, c'est l'économie mondiale qui est atteinte. Rappelle-toi, il y a quelques mois, lorsque les Houthis frappaient en mer Rouge, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire gêner le trafic en mer Rouge, c'était porter atteinte au canal de Suez, c'était désorganiser toute l'économie mondiale. Ça n'avait pas la même dimension, donc ça n'a pas eu le même impact que ce que nous connaissons actuellement. Mais effectivement, tout le monde est pénalisé par ce blocage éventuel, parce que je vais y revenir dans un instant, c'est un peu plus compliqué que ça, du détroit d'Ormuz. Et tout le monde se trouve pénalisé à partir du moment où un acteur est pénalisé. C'est ça l'élément nouveau de l'équation qu'on n'arrive pas à faire entrer en ligne de compte. Alors maintenant, il y a l'attitude de la Chine. Et la Chine, elle a réagi à sa manière. C'est-à-dire non pas en sortant les trompettes, non pas en envoyant l'équivalent du Charles de Gaulle, mais tout simplement en négociant et en agissant dans l'ombre, et notamment, effectivement, en obtenant des exemptions. Alors, ces exemptions, ce n'est pas le confort maximal, hein, parce que, encore une fois, les crises de cette nature, elles ont une dimension objective. La dimension objective, c'est bateau passe ou il passe pas. Bon, c'est un bateau qui bat pavillon chinois ou en tous les cas qui est à destination de la Chine, on le laissera probablement passer. C'est donc une façon de limiter les dégâts. Mais il y a aussi dans toute crise une dimension subjective, c'est ce que je disais tout à l'heure, la confiance est perdue, est-ce que ça vaut le coup de continuer à travailler dans cette direction et avec des partenaires qui dépendent du détroit d'Ormuz. Donc tout ça est très compliqué, la Chine est dans une situation embarrassée, elle a réussi jusqu'à maintenant à limiter les dégâts très astucieusement, et ça c'est un autre élément qui peut devenir déterminant du nouveau jeu international. L'Iran va s'en servir. J'ai le moyen de décider qui peut gagner et qui peut perdre dans l'économie mondiale en modulant
la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc ça veut dire qu'il n'est pas bloqué, ce détroit. Ça veut dire que quand on a dit qu'il serait miné et que plus personne ne pourra passer, c'était probablement faux, parce que l'optimum stratégique pour la République islamique, c'est plus contrôler qu'empêcher. Et ça, c'est le signe que le personnel de la République islamique d'Iran a compris un des aspects déterminants de la mondialisation. La mondialisation rend son optimum quand on peut en maîtriser ou en tous les cas en contrôler les ficelles. C'est ce que font les Chinois depuis fort longtemps, à travers la route de la soie, à travers tous les accords commerciaux passés, à travers l'achat de certains ports, etc. Donc, l'idée, c'est pas saboter la mondialisation, ça retombera sur les pieds de tout le monde. L'idée, c'est de réussir à la contrôler. Si un pays comme l'Iran, qui n'est pas une superpuissance, arrive à se présenter à la face du monde comme étant le réel contrôleur du détroit d'Ormuz, là, effectivement, ça lui donne une capacité que les États-Unis n'ont pas. Alors, Donald Trump doit justement se rendre en Chine à la fin de ce mois. Pékin, donc, économise ses jugements à son sujet, mais la presse chinoise se lâche un peu et laisse entendre que le POTUS a déclenché une guerre qu'il est incapable de terminer, notamment parce qu'il fait appel à tout le monde, notamment à la France, pour l'aider. Est-ce que, justement, sauf qu'il peut un peu emballer dans l'orgueil, puisqu'il dit que les États-Unis, dans le fond, n'ont besoin de personne, est-ce que ça ne le déconsidère pas déjà un peu ? C'est un aveu d'échec. Le fait que M. Trump appelle à l'aide, alors, l'Europe, d'une part, enfin, les principales puissances européennes, la Grande-Bretagne, la France, et les principales puissances asiatiques et la Chine, le Japon, la Corée du Sud, c'est tout à fait à contre-courant de ce qu'est son credo, à savoir, c'est les États-Unis qui règlent le sort du monde. Je ressors toujours cette formule, moi qui m'avait beaucoup frappé, même si elle pouvait paraître anodine, M. Trump, dans son bureau ovale de la Maison-Blanche, disant à ses visiteurs, regardez, c'est ici que le sort du monde se décide. Il a employé cette formule plusieurs fois pour montrer, ça fait partie du MAGA, du Make America Great Again, pour montrer que les États-Unis sont à nouveau le benign leader, le fameux leader bienveillant, celui qui règle la circulation du monde. Quand il supplie d'autres puissances qu'il méprise, les Européens en particulier, pour qu'ils viennent à sa rescousse, c'est quand même un signe de faiblesse et c'est même une humiliation parce que j'ai été très étonné de la rapidité, de la promptitude avec laquelle le Japon, dirigé par une dame qui est vraiment une admiratrice de Trump, qui représente la droite dure et radicale du Japon, dire non, il n'est pas question qu'on se mêle de ça, c'est une humiliation qui lui a été infligée. Et le ton pris par M. Starmer n'est pas non plus extrêmement flatteur pour le locataire de la Maison-Blanche, et on devine, et c'est là quand même qu'il y a quelque chose d'assez étrange, de ce que peut être la réaction de la Chine. Comment a-t-il pris le risque d'appeler les Chinois à la rescousse, en gros pour dire « on a lancé un truc que l'on ne peut plus gérer, aidez-nous, sinon on va tous couler ensemble ». C'est un sacré aveu d'échec. Et la France a envoyé le Charles de Gaulle en Méditerranée orientale dans une logique purement défensive. Est-ce qu'il fallait le faire ? Alors je ne crois pas que c'était dans une logique défensive. C'est ce que a dit Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, il l'a dit, mais l'analyse suggère que l'élément défensif n'est pas crédible. Je crois que c'est une diplomatie d'affichage. Alors d'abord, pourquoi le défensif n'est pas très crédible ? Parce qu'il faut voir la manière dont la République islamique procède pour affaiblir, pour créer ce désordre, pour créer ce chaos dont je parlais tout à l'heure. Le chaos est devenu l'arme
de la République islamique. Et il le fait à coups de drone, c'est-à-dire à coups d'armes du pauvre. Ça coûte rien de lancer un drone. Pas un missile patriote pour arrêter un drone, ça coûte très cher, donc on ne le fait pas. Mais un drone, c'est pratiquement rien. Tu peux offrir ça à quiconque pour Noël ou pour un anniversaire. Donc, effectivement, je vois mal comment un sous-marin comme le Charles de Gaulle peut être un instrument de défense contre des drones qui seraient lancés soit contre des bases françaises, soit contre des bases que l'on présente comme de pays alliés à la France. Donc l'élément défensif ne me paraît pas très crédible, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il faut reconnaître que le drame de ces nouvelles guerres, c'est qu'on n'en connaît pas la stratégie défensive, on ne connaît pas la thérapie, et donc ça c'est un élément supplémentaire d'affaiblissement. En revanche, c'est un affichage, c'est-à-dire montrer... On a quand même de la grosse quincaillerie. Voilà, mais la diplomatie d'affichage, ça a sa contrepartie, c'est-à-dire si on s'affiche, on est une cible. Le propre d'une affiche, c'est qu'elle sert de cible. Et la France est une cible pour... Comme par hasard, quelques jours après l'envoi du Charles de Gaulle, il y a eu cette attaque sur un petit contingent français installé à Erbil dans le cadre d'une coopération avec le Kurdistan irakien. Je ne dis pas que ce malheureux adjudant-chef a été victime de cette diplomatie d'affichage, mais on peut en émettre l'hypothèse. Dans ces situations-là, c'est la discrétion qui est la meilleure défense. Alors, revenons aux États-Unis. Est-ce que les influenceurs MAGA, qui mènent ouvertement campagne contre Trump et sa guerre, c'est une surprise? Est-ce que ça peut le fragiliser? Et qu'est-ce que ça dit de son camp idéologique? Alors, ça dit plusieurs choses. Ça dit d'abord que le pacte électoral de M. Trump était très ambigu, voire contradictoire, puisqu'il y avait en même temps restauré la puissance américaine. Il y a une demande sociale de puissance, parce que la classe moyenne américaine s'est sentie humiliée par la montée des émergents, la montée de la Chine, par une mondialisation qui ne lui apportait pas le ruissellement espéré. Donc, effectivement, il y a une demande de puissance que M. Trump a essayé à diverses reprises de servir dans le Venezuela, à Gaza, avec ce ridicule Board of Peace, dont plus personne ne parle d'ailleurs en ce moment, avec bien des aventures de cette nature. Et d'autre part, il y avait un autre élément de ce pacte électoral qui était no boots on the ground, c'est-à-dire pas de soldats sur le sol. Et donc, c'est là que toute l'ambiguïté du MAGA se révèle. C'est-à-dire, en même temps, se montrer fort, montrer que les États-Unis sont vraiment les maîtres du monde, sont au-dessus du lot, et si on fait ça, créer une nouvelle guerre, ce dont Trump se défendait tout au long de ses campagnes électorales, disant « mais c'est fini, c'est stupide, la guerre est stupide, ces guerres en Afghanistan, en Irak, ça a été une véritable catastrophe ». Moi, je me demande si l'histoire ne notera pas qu'à côté de la guerre en Iran, l'opération afghane et l'opération irakienne étaient des petites choses. À ce point? Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais reconnaissons au moins que la guerre d'Afghanistan, elle était très localisée. Elle était contenue dans les frontières de l'Afghanistan. La guerre d'Irak, elle était plus remonte, mais elle était essentiellement aussi limitée au territoire irakien. Moi, ce que je vois s'enflammer aujourd'hui, c'est une guerre qui va du Khorasan, c'est-à-dire la frontière afghane, jusqu'au moins le Liban et, je dirais, même la Méditerranée orientale, et elle descend très en bas jusqu'au golfe d'Oman.
Donc, qu'on ne me dise pas que c'est un petit conflit. Si on regarde la chronique des conflits depuis 1945, c'est certainement le conflit qui a la plus grosse tache d'huile, c'est-à-dire qui couvre le plus grand nombre de pays, le plus grand nombre d'enjeux et le plus grand nombre de sites conflictuels. Ce qui se passe à la frontière israélo-libanaise, ce n'est pas une anecdote. Ce qui est en train de se passer dans le Golfe et sur le versant arabe du Golfe, ce n'est pas anecdotique non plus. On peut dire la même chose à propos de l'Irak. Et Dieu sait si ça ne risque pas d'aller encore un peu plus loin. Les Houthis, c'est le Yémen, un petit peu plus loin. Et puis, il ne faut pas considérer que la Méditerranée orientale est complètement à l'abri. Il y a eu déjà une action menée à Chypre. Le jeu de l'Iran, pour s'en sortir, c'est de produire le désordre maximal. Il ne faut pas l'oublier. Or, M. de la Palisse nous a expliqué que pour qu'un désordre soit maximal, il faut qu'il soit le plus étalé possible. Alors, justement, revenons aux MAGA. Une partie d'entre eux... Alors, les influenceurs MAGA sont, pour un grand nombre d'entre eux, et parmi eux, les plus vocaux, vent debout contre cette guerre. Déjà qu'ils avaient un peu décroché de Donald Trump avec l'affaire Epstein, considérant qu'il n'avait pas été clair là-dessus, etc. Alors qu'eux, justement, ils se posaient un peu en parangon de vertu contre les dégénérés démocrates, entre guillemets, bien entendu. Mais bon, on peut considérer que si cette guerre elle est impopulaire aux États-Unis, elle est plus impopulaire chez les démocrates que chez les électeurs républicains. Mais ce qui apparaît, c'est une forme de critique radicale d'Israël, de l'alignement entre Israël et les États-Unis. Est-ce que, justement, certaines critiques allant même jusqu'à l'antisémitisme radical, on voit aussi des tendances absolument absolument effrayantes, comme le néonazisme même entré dans le cœur de cette galaxie d'influenceurs MAGA. Est-ce que ça n'aura pas de conséquences pour la suite, justement, de cette alliance forte Israël et États-Unis, sans laquelle Israël ne s'en sortirait pas? Alors, c'est très compliqué parce que, historiquement et traditionnellement, ce sont les démocrates qui constituent le soutien le plus fort à Israël. Alors, ça c'est un peu compliqué ces dernières années parce que l'électorat juif américain qui était démocrate et qui, pour cette raison, tirait le parti démocrate vers Israël est de plus en plus déçu, moins qu'on puisse dire, et en tous les cas même hostile à Netanyahou et à cette politique radicale. Donc, le soutien traditionnel des démocrates et des juifs américains à Israël s'érode peu à peu. Il reste quand même assez important. Et c'est la raison pour laquelle on voit que la machine démocrate a du mal à réagir, y compris à prendre l'initiative de critiquer le gouvernement Netanyahou. C'est du coup un premier système très instable, très, je dirais, incertain dans son avenir. Côté républicain, on était traditionnellement plus sceptique à l'égard d'Israël, mais au sein du Parti républicain s'est réveillé un courant évangéliste qui, lui, a pris le relais des associations juives pour se révéler être le soutien le plus fort d'Israël. C'est-à-dire que l'AIPAC, le fameux lobby juif états-unien, s'est fait doubler par les évangélistes qui sont devenus des super-sionistes, en quelque sorte, mais eux sont davantage abrités par les républicains. En même temps,
on a assisté à un troisième mouvement, qui est de l'intérieur du Parti républicain, cette nouvelle doctrine MAGA, America First, très autocentrée par défiance à l'égard de la mondialisation, a peu à peu contenu la pression évangéliste et s'est distingué d'Israël avec quelquefois des ferments d'antisémitisme. On voit à l'intérieur du monde républicain le plus radical remonter des traces d'antisémitisme de parole, mais quelquefois plus que ça, et qui, du coup, vient déstabiliser ce socle évangéliste que l'on croyait maintenant particulièrement efficace. Et que voit-on ? On voit, résultat des courses de ce jeu de transformation, maintenant un électorat MAGA qui est moitié-moitié, moitié pro, moitié anti-Israël, et une très forte poussée de ceux qui disent au nom de l'America First, les États-Unis n'ont pas à soutenir, à faire la guerre d'Israël. Parce que dans le modèle actuel, on voit bien que la locomotive, c'est Israël. Que c'est Israël qui tire. Hein. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État, de manière volontaire ou involontaire, a finalement donné du grain à moudre à ces magas-là en disant que finalement c'est Netanyahou qui voulait absolument y aller, et dès lors qu'il voulait y aller, ils étaient obligés de suivre. Oui, et alors, comment interpréter ce qu'il dit ? Moi, j'ai tendance à considérer que la vérité vient de la bouche des enfants, et c'est pour ça que je trouve que c'est probablement Rubio qui dit la vérité, dans cette affaire, tandis que les cyniques ont un discours un petit peu plus élaboré. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est que Trump a beaucoup de faiblesses, hein, notamment sur le plan intellectuel et stratégique, mais c'est un homme qui sait interpréter les attentes électorales. C'est un bon spécialiste du marketing électoral. C'est comme ça qu'il a gagné 2 élections qu'il ne devait pas gagner, si on en croyait les modèles qui avaient été faits. Et Trump ne peut pas accepter que la moitié de son électorat, pas de l'électorat américain, que la moitié de son électorat américain condamne explicitement cette intervention. Et ça, si tu ajoutes, si tu mets bout à bout la moitié de l'électorat républicain, plus une majorité faible, mais quand même une certaine majorité de l'électorat démocrate, ça veut dire qu'il perd à coup sûr les élections. Et ça, il n'est pas prêt à perdre, même pour les beaux yeux de Netanyahou ? Je crois que c'est un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir. Alors, il se dit beaucoup, hein, moi j'en ai parlé avec des amis états-uniens, des collègues états-uniens, il se dit beaucoup qu'il est en train de monter tout un tas de scénarios pour éventuellement invalider des élections dont il aurait constaté ou dont il aurait fait constater qu'elles étaient frappées d'irrégularités. Donc, c'est quelque chose à suivre. À mon avis, il va moduler jusqu'en novembre pour ne pas prendre trop de risques avec ces élections. S'il perd les élections, là, on va entrer... Les élections de mi-mandat. De mi-mandat, exactement. Et là, s'il les perd, on va entrer dans une période d'instabilité, parce que je ne crois pas qu'il acceptera la cohabitation, comme on dit en français, avec un Congrès majoritairement démocrate. Alors, justement, est-ce que paradoxalement, dans toute cette galaxie d'acteurs guerriers ou, disons, observateurs et dépendants, tributaires de la guerre, celui qui a aujourd'hui le plus intérêt à une fin rapide du conflit, d'un accord de paix, c'est Donald Trump. Est-ce qu'il n'a pas plus rapidement besoin d'un accord de paix que même les dirigeants iraniens ? Ah, mais tout à fait. D'abord, moi, je vais peut-être surprendre en disant que les Iraniens, maintenant, n'ont ni envie ni intérêt à arrêter la guerre. C'est-à-dire, si Trump, qui lui a intérêt à l'arrêter, pour de multiples raisons,
parce qu'il n'a pas besoin d'une guerre longue, contrairement à Netanyahou, parce que celle-ci peut se retourner contre lui. Enfin, on en a parlé de tout cela. Je pense que le jeu des dirigeants de la République islamique va consister à chercher à l'humilier en disant « vous voulez arrêter parce que vous avez l'impression d'avoir perdu, nous on continue parce que… » Alors le prétexte, qui est déjà explicité, hein, je n'invente rien, ce sera de dire « nous on n'arrêtera que quand on sera sûr qu'une nouvelle guerre ne va pas éclater dans 6 mois ». C'est ça maintenant la ligne stratégique en Iran. Et peut-être quand on nous dédommagera. Et alors, il y a effectivement l'argument qui apparaît depuis quelques jours du dédommagement. Mais le dédommagement, ça ne vient pas d'un jour ou l'autre, c'est une négociation. Tandis que l'argument qui consiste à dire « nous, on n'arrêtera que quand on est sûr que ça ne reprendra pas », il est totalement subjectif. C'est-à-dire, c'est les dirigeants iraniens qui vont le manipuler de manière à ce qu'ils servent, ce qu'ils tiennent pour leurs intérêts immédiats. S'ils considèrent qu'ils ont besoin de continuer et qu'en continuant, ils peuvent faire du dégât et donc créer cette situation de désordre qui leur est favorable, ils vont dire « ah ben non, on n'a pas encore la certitude que ça ne reprendra pas ». C'est ça, le fond du problème, c'est que le désordre ne coûte pas cher. Donc, pourquoi se priver de continuer à semer du désordre quand, au contraire, la puissance qui a attaqué se trouve en situation de difficulté et a besoin d'arrêter. Oui, donc ce que ça nous dit finalement, c'est que aujourd'hui, la guerre est périlleuse dans notre monde interconnecté. Si la guerre est périlleuse, comment peut-on régler les contradictions ? Absolument. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'effectivement, moi je l'ai toujours dit, écrit dans mes différents livres, ça veut dire que la guerre a perdu de sa fonctionnalité d'hier et qu'économiquement, elle est moins intéressante qu'une paix construite. Seulement, voilà, on ne sait pas comment construire la paix et on ne veut pas le faire. Et ça veut dire une deuxième chose qui est contradictoire apparemment, mais dans les faits, c'est complémentaire. La guerre d'aujourd'hui, si on veut la rendre efficace, il faut qu'elle soit productrice de désordre. Et la guerre productrice de désordre, c'est la guerre qui coûte le moins cher. Donc, effectivement, dans une situation où la guerre est irrationnelle, c'est le faible qui a les meilleurs atouts en semant le désordre sans avoir la prétention de créer de l'hégémonie. Et c'est peut-être ça le piège qui menace M. Trump aujourd'hui. Merci beaucoup Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, politiste et auteur de nombreux livres, dont le dernier, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, paru chez Odile Jacob. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur off-investigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.